Coucou, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai un peu arrangé ma face. C'est suffisamment rare pour qu'on le souligne. Donc voilà, mais ce n'est pas une vidéo comme d'habitude, c'est un premier update lecture du Romantasy Challenge. Alors j'ai un peu triché dans le sens où les deux premières lectures, ce ne sont pas des lectures à proprement parler du Romantasy Challenge, vu que je les ai lues avant. Mais je vous les présente ici parce que ce sont de très bonnes lectures et qu'en plus, elles pourront faire office de recommandations pour le Romantasy Challenge. Allez, c'est parti. Alors, le premier livre que j'ai lu, eh bien, c'était mon premier livre de l'année, donc tout début janvier, je l'ai littéralement bouffé. D'ailleurs, ce n'est pas un livre, mais deux, qui font partie du coup d'une duologie. D'ailleurs, j'ai fini. Il s'agit de Daughter of the Pirate King de Tricia Levenseller. Donc les éditions, c'est les éditions Fairy Loot Box. Quand je l'ai vu, c'était juste magnifique. Elles sont magnifiques. Voilà, j'ai pas trop besoin d'en dire beaucoup plus, je crois. Hein. On voit qu'il y a des belles illustrations par après. Voilà. Donc comme vous l'avez vu, ce sont des livres assez courts. Le niveau d'anglais de Tricia Levenseller, en tout cas pour celui-ci, est franchement accessible. Si vous connaissez un tout petit peu d'anglais, franchement, c'est assez facile de s'y plonger. Le seul petit hic, c'est franchement tous les vocabulaires nautiques, vu que ce sont des bateaux. Mais une fois que vous avez acquis ce vocabulaire, franchement, allez-y. Ça va tout seul. Et puis pour se botter, on ferait bien un petit effort, non? Donc ici, nous suivons Alossa, qui est la fille du roi pirate qui a 17 ans et qui a été envoyée pour une mission très spéciale, retrouver les morceaux cachés d'une certaine carte pour trouver un trésor. Alors jusque-là, ça reste très pirate, hein, on va dire. Ce qu'il se passe, c'est qu'ils savent exactement où se trouve le morceau de carte qu'ils cherchent, sauf que ça se trouve sur un bateau ennemi. Donc Alossa n'a pas d'autre choix que de se porter volontaire, on va dire, pour se faire prendre par le bateau ennemi. Et sur ce bateau, chercher un peu ce morceau, évidemment, qui doit être bien caché. Le seul petit hic, c'est son garde qui est assez intelligent, beau, on va dire, et assez intuitif. Donc voilà, mais Alossa a quelques tours dans son sac et va essayer de le piéger. Voilà, donc voilà pour le résumé. Mais évidemment, il y a bien plus que ça. Hein. Donc il y a, comme vous pouvez le voir pour le tome 2, il y a des sirènes également, il y a beaucoup de créatures différentes, magies, etc., etc. Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était juste incroyable. C'était une romantasy comme je les aime. Un peu, encore une fois, perché entre l'adulte et le young adult. Voilà, j'aime encore bien parce que on va lentement, mais il y a des considérations qui dépassent l'adolescence, qui dépassent juste le petit bisou. Pour autant, il n'y a pas de scène olé olé, on va dire. Donc voilà, j'adore cette duologie. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre après dans un autre livre parce que j'étais vraiment à fond dedans. J'étais vraiment triste que la saga se termine déjà après 2 tomes. Même si évidemment la saga est terminée, on le sent, on le sait, tout va bien. Tout est résolu dans le meilleur des mondes, mais voilà, vous savez, c'est pas facile de quitter les personnages qu'on aime vraiment beaucoup, même si ça n'a été que pour 3 jours. Ça a été 3 jours intenses. Ces livres et moi, on s'est fait des gros câlins. Donc voilà, si vous cherchez un livre, d'ailleurs il est traduit ou il va être traduit avec quasiment les mêmes couvertures, je crois. Donc n'hésitez pas en fait, si vous aimez la romantasy, si vous aimez l'univers pirate, eh bien allez-y. D'ailleurs, l'action est au rendez-vous. Franchement, niveau battle, c'est génial. Femme badass, Alossa, elle est géniale. Son équipage est génial. Bref, il faut vraiment foncer si vous aimez tout ça. Tricia Levenseller n'a pas peur de tuer certains personnages pour arriver à ses fins. Et pour nous prouver que, oui, attention, la vie,
Ça ne tient qu'à un fil dans ce livre. Hein. Donc voilà, moi c'était le seul premier livre de Tricia Levenseller et ce sera certainement pas le dernier. D'ailleurs là je viens de voir un vlog qui parle de d'un de ses livres. Je vous mettrai la couverture juste ici. Et j'ai trop envie du coup de le commencer. Donc voilà. J'avoue que La Reine des Ombres me fait un peu peur. Tant il y a des avis aussi bien géniaux que des avis extrêmement mitigés sur la personnage principale. Même si du coup, grâce à l'édition Fairy Loot Box, on a une petite question-réponse avec Tricia qui disait que l'héroïne justement, c'est Alessandra, je ne sais plus, du coup de La Reine des Ombres était sa préférée dans le sens où elle est complètement différente des autres. Et je crois que c'est dans le sens un peu, elle est un peu machiavélique, méchante, ou des trucs du style, bref, à voir. Mais je crois pas que ce sera La Reine des Ombres que je ferai en deuxième, mais plutôt une autre de ces sagas, une autre duologie peut-être, donc voilà. Donc si vous aimez l'action, la romance, mais vous voyez la romance Enemies to Lovers, vraiment Enemies to Lovers, qui est vraiment génial, où il y a des retournements de situation, magie, franchement il faut foncer. Vous voyez à peu près le style que j'aime, et ben voilà, si vous aimez ça, il faut vraiment pas hésiter, foncez dedans, c'est hyper cool, hyper génial, et moi je vis ma vie quoi. D'ailleurs je me suis demandé pourquoi j'avais pas attendu le Romantasy Challenge, ça m'aurait fait mon livre en anglais, mais passons. C'est pas grave, j'en ai d'autres, comme on peut le voir ici, hein. Ça c'est ma palle, le reste de ma palle, parce que j'ai lu quand même. Alors le deuxième livre que j'ai lu, c'est un peu spécial parce qu'en fait je l'avais commencé avant The Daughter of the Pirate King, mais j'ai tellement été absorbée par ça, enfin, si vous voyez, en fait je l'ai reçu en janvier, le livre de Tricia. Et je sais pas, il était posé à côté de moi et j'ai commencé à le lire et je l'ai juste bouffé. Et du coup, j'avais mis Enaël, le tome 1, Lapa, en pause. Je l'ai repris par après. Il m'a fallu quand même un certain temps pour le lire, bien qu'il n'est pas si long que ça. Après tout, c'est que 380 pages. Et c'est pas écrit très... Voilà, c'est assez large, quoi, vous voyez. Voilà, il m'a fallu du temps, mais c'est parce que ça concerne des faits. Vous allez vite voir quand je vais vous lire le résumé. Et voilà, je vous en dis quoi tout de suite après le résumé. Enaël est différente. Des visions l'obsèdent et elle développe de mystérieux pouvoirs. Quand elle apprend qu'elle est en réalité la fille d'une fée, elle décide de partir à la recherche de ses origines dans le pays de l'éternelle jeunesse. Commence alors pour elle un étrange voyage au pays des elfes et des maléfices où l'amour semble être le plus attirant des poisons. Alors pourquoi est-ce que chez moi les fées c'est un peu plus compliqué? Je sais pas. En fait j'ai toujours été attirée par tout ce qui était féerie, les fées, les elfes, etc. Tout en étant une sorte de répulsif, vous voyez? Parce que je trouve ça extrêmement beau, les créatures sont toujours décrites de manière tellement belle, mais belle dans le mauvais sens du terme, vu que c'est belle à en mourir quasiment. Si on touche à une fée, enfin je sais pas trop comment vous expliquer, la mythologie autour des fées, c'est toujours très tragique. Voilà, on va dire tragique, donc j'avais toujours un tout petit peu peur, et celui-ci fait pas exception, hein. C'est tragique, mais c'est magnifiquement bien dit, ça rassemble énormément de créatures surnaturelles comme les Banshees. Ici donc, comme je vous l'ai dit dans le résumé, c'est Enaël qu'on suit, cette jeune fille qui va apprendre en fait qu'elle n'est pas humaine, qu'elle est autre chose, et on va vite apprendre, en fait je vous apprends rien, ça se passe vraiment au tout début que en fait c'est un changelin. Donc elle a été mise là pour échanger avec une autre petite fille qui était condamnée à mort, qui était condamnée simplement par maladie, etc. Donc elle va juste partir dans le royaume des fées pour voir un petit peu ses origines, et plus encore je dirais, parce que voilà, il y a autre chose. Elle va être accompagnée d'un mystérieux jeune homme qui lui aussi a des trucs un peu spéciaux, mais bon ça je vous en ça il faudra le lire pour que vous le sachiez. Et il va s'en suivre vraiment des péripéties, des découvertes.
et des révélations aussi. Donc c'est vraiment pas mal. On est vraiment absorbé dedans. Ce livre amène à la lenteur de lecture, parce que voilà, déjà on est en Irlande. Alors si vous êtes un tant soit peu attiré par le charme irlandais, ben juste vous allez vous retrouver dedans, quoi. Les descriptions que fait Hélène Falconer là-dedans, c'est génial. On a juste envie d'être à côté des Naël en Irlande, donc voilà. Et pour ce qui est de l'univers des fées, on n'est vraiment pas déçu en fait. C'est vraiment ce que j'imaginais, en pire parfois même, parce que là c'est ici les fées sont même très bizarres. Donc et on sent qu'il va y avoir plus que ça. Voilà, j'attends du tome 2 vraiment beaucoup plus d'action, etc. Et je peux tellement pas vous dire tout ce qui se passe. Je dois juste me cantonner au résumé pour vous expliquer à quel point c'est génial et à quel point on est pris en fait dans le trip, même si voilà maintenant je n'ai plus l'âge d'Enaël qui elle doit avoir à mon avis 16 ans, un truc du style. Donc j'ai plus son âge, mais je n'ai plus l'âge de m'identifier, on va dire. Mais pour autant, on la suit quand même partout et on aimerait bien être à côté d'elle et faire « Allez, ça va aller, courage ma chérie !» Donc voilà, je pense que je vais essayer de me procurer assez vite le tome 2 pour pouvoir le lire assez vite. Parce que j'ai pas envie que les parties de l'histoire commencent à s'égrener dans ma tête, si vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est à peu près ce que j'ai lu avant le Romantasy Challenge, qui correspondait très bien au Romantasy Challenge. Les seules lectures que j'ai faites en dehors de ces trois lectures, c'est Maze Butler, du coup, c'est un manga, et là, ça n'a rien à voir avec le Romantasy Challenge. Il y a la romance, c'est tout. Donc ça, je vous expliquerai ça plus tard. C'est déjà pas mal que je fasse un update, non? Donc, maintenant, si on passe au vrai update, vous voyez, là, j'ai vraiment commencé ça aux alentours du 15 février, on va dire. Je crois que j'ai commencé le 11-12 février parce que j'étais trop impatiente. Mais dans ma tête, je commençais. Hein. Donc, j'ai commencé avec Le Royaume du Nord, le tome 1, La princesse étrangère de Virginie Decamps, donc aux éditions Bookmark, dans la collection Onirique. Allez, c'est parti pour le résumé. Négocier ou courber l'échine, se battre ou périr. Au jeu du pouvoir, seuls les plus habiles s'en sortent. La princesse Eugénie a été éduquée dans l'ombre de ses aînés, condamnée à un futur sans éclat. Mais lorsque leur voisin menace son royaume et qu'elle est envoyée dans le Kaysar de Sibérion pour y rencontrer leur souverain, aussi impitoyable et glacial que le pays qu'il dirige, Eugénie se retrouve propulsée sur la scène politique internationale. Devenue émissaire pour son île, elle va devoir se plier aux revendications de son hôte, tout en essayant de rester en vie. Car dans l'ombre, les complots et les jalousies se multiplient. Voilà. Alors, justement, j'ai coupé la fin du résumé, parce que là, je trouve que ça en dit beaucoup trop sur le livre. Donc là, on vous donne même un petit twist qui se passe dans le livre. Je comprends pas. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'avoue qu'au début, ça partait mal. Parce que j'avais beaucoup d'attentes sur ce livre. Enfin, moi, vous savez, les jeux de pouvoir politique, les complots, la royauté et puis les enemies to lovers ainsi, c'est ma tasse de thé. Je suis dans The Curse, je vis ma vie et j'y attends vraiment beaucoup de ce genre de livre. Les attentes n'ont pas été respectées au tout début, un peu sur la fin. Hein. Ça a été néanmoins une très bonne lecture. Donc, pour commencer, et là, c'est pas du tout objectif, c'est subjectif évidemment. C'est écrit au présent. Je suis pas fan du présent. D'ailleurs, ce que je lis en ce moment était aussi écrit au présent. Parfois ça passe, parfois ça passe pas. Ici, j'ai eu franchement du mal à rentrer dedans. D'autant plus que les expressions utilisées étaient souvent les mêmes. Je sais pas, parfois elle se faisait peut-être un trip en prenant une expression et en se disant je vais la retaper 3-4 pages plus loin, et puis 3-4 pages plus loin, et puis on s'arrête, on n'a plus cette expression-là, on en a une autre. Vous voyez un petit peu ce style? Et ce sont des expressions qui sont un peu qu'on connaît, mais qu'on n'utilise pas tous les jours non plus. La mise en route a été compliquée, d'autant plus que Eugénie
C'est pas que je l'aime pas, c'est que ça se voit qu'elle est inexpérimentée, et il n'y a pas de problème avec ça, évidemment, ça se dit, le résumé le dit, il y a zéro souci. Sauf que elle est venue pour négocier avec le roi, du coup le Kaiser de Sibérion. Sauf qu'on n'assiste à aucune négociation entre eux, d'ailleurs on ne dit même pas qu'il y en a, en fait au début il y en a même pas, et la seule qu'on ait, c'est pas vraiment une négociation, c'est une discussion, au final où il dit quelque chose, elle dit ok, et puis après, à la fin, il y a une autre discussion où il dit bah voilà, et elle dit ok. J'appelle pas ça négocier, j'appelle pas ça... Enfin, moi j'aurais aimé beaucoup plus de piment, beaucoup plus de d'assurance, parce que là, elle a vraiment très peur du Kaiser, et c'est vrai que tout le long du livre, on nous fait faire peur du Kaiser, mais vraiment peur. À chaque fois qu'il y a un début de romance, l'autrice, je sais pas, se doit de nous casser un peu notre hype du couple pour nous dire à quel point il est effrayant, quoi. Alors qu'on avait compris dès le début qu'au final, bah, vous savez, il est effrayant, et oui, il prend des décisions difficiles, oui, il a une vie pas facile, et oui, il a quand même un cœur. On l'avait compris. Mais je sais pas, à chaque fois, j'ai été coupée en fait dans mon élan de la hype amoureuse, on va dire. Et c'est vrai que ça m'a sorti de la romance pendant tout un moment. Donc voilà, de ce côté-là, j'aimerais aimer vraiment encore une fois plus de complots, plus de... Il y en a pas énormément en vrai, hein. Et la négociation, bah, je vous l'ai dit, elle s'est déroulée assez simplement, assez cool. et, et voilà, j'ai pas vu la difficulté de négocier, si ce n'est sa peur elle-même de l'inconnu. Vous voyez? De ce côté-là, j'ai été déçue. J'avoue que pendant quasiment la moitié du roman, je me suis demandé, mais il va y avoir quand même quelque chose, quoi, parce que c'est pas possible, on va pas arrêter là, quoi. Alors, niveau voyage, on est servi. Parce que voilà, on part à Sibérion, puis on revient dans son pays d'origine, qui est une île paradisiaque, hein, autant se le dire. Donc, et franchement, c'est à partir de là, à partir du moment où elle retourne chez elle, les choses changent. Il y a vraiment un truc, quoi. Le Kaiser, la relation entre elle et le Kaiser change du tout. Et à partir de là, j'ai vraiment commencé à vraiment bien aimer cette histoire. La suite d'ailleurs, quand ils reviennent à Sibérion, est d'autant plus sympathique. Il y a vraiment certaines choses que j'ai pas compris. Leur couple est enfin plus harmonieux, j'ai envie de dire, voilà, avec des considérations plus sympathiques, et elle qui commence enfin à se dire qu'il est peut-être pas si méchant que ça. Enfin, j'avais envie de la secouer et de lui dire eh, il est pas, arrête, 2 minutes, c'est chiant. Voilà, on a eu vraiment quelques soucis, ce tome-ci et moi. Au niveau des autres personnages, on a le frère et la sœur du Kaiser, le frère qui, voilà, hein, je vous laisserai lire le tome, j'ai envie de dire. Vous verrez un petit peu. Si vous avez lu, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous avez pensé dès le début de ce gars. Moi, j'ai vu clair direct dans le jeu, mais c'était mon avis, hein, c'était que moi. Et j'attendais que ça part en chemette, en fait. Et voilà. Et la sœur, en fait, je la comprends pas. Elle a l'air hyper sympa, mais j'ai peur que ce soit une vraie peste. Et je sais pas, je comprends pas cette fille, à quel point elle peut être... hyper gentille, puis juste après hyper méchante envers son frère, mais genre vraiment très méchante à un point où on se demande ce qui s'est passé, quoi, et on ne le dit pas pour le moment. Je suppose que ce sera explicité dans le tome 2, moi je l'espère, parce que sinon ça va pas aller. Sinon, au niveau des personnages, bien, il y a toujours l'oncle en fait de Eugénie qui est, comment dire, il est sur le continent de Sibérion. Et c'est l'ambassadeur, voilà, c'est ça. C'est un ambassadeur de l'île, et bon, voilà, quoi. Donc, il est là assez constamment, c'est son oncle, donc on sent un petit peu le lien familial, tout en étant assez distant. Je sais pas, Eugénie est quelqu'un de fort distant, de fort protocolaire, donc j'aimerais bien un peu plus de chaleur. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, j'attends du tome 2 beaucoup plus de romance.
maintenant que c'est installé, c'est bon, quoi. Il n'y a plus besoin de commencer à chicaner entre la peur, l'amour, etc. Donc, j'attends plus de romance, de l'action. Et si politique il y a, eh bien, de la politique, mais enfin, pas de la vraie, mais je veux dire, vous voyez, j'ai envie d'être dans la pièce aussi pour négocier ça. Donc, c'est à peu près tout ce que je dirais de ce livre. Je sais que ça paraît pas foufou quand je le dis, même si je vous jure que la fin, je l'ai littéralement bouffée parce que enfin, j'avais ce que je voulais. Mais voilà, donc voilà, ça a été quand même une bonne lecture. J'ai pas lâché l'affaire, ça n'a pas été horrible à lire. Juste que j'avais eu du mal à entrer dedans et j'ai pas eu ce que je voulais. Enfin, voilà, complot, guerre. Et voilà, vous avez des hashtags en fait par bookmark, donc romance, oui, ok. Royauté, eh bien oui. Complot, oui. Oui, on va dire ça parce que voilà, il y a quand même un petit complot à l'intérieur, mais c'est pas non plus quelque chose de fifou, d'autant plus qu'on en parle assez peu. Et guerre, alors oui, c'est le sujet, mais on en parle assez peu finalement aussi. C'est pas ce qu'on m'a vendu et voilà, j'aurais bien aimé qu'on me le vende un peu plus, réellement. Je vais voir un peu le tome 2, c'est une duologie, donc à voir un petit peu comment ça va finir tout ça. Ensuite, du coup, j'ai entamé le gros bébé, La Cité de laiton de S.A. Chakraborty aux éditions de Saxus. C'est parti pour le résumé. Dans les rues du Caire du XVIIIe siècle, Nari est une jeune arnaqueuse aux talents inégalés. Lecture de la main, exorcisme et un mystérieux don de guérison. Elle a fait des nobles ottomans sa cible principale dans le but de survivre. Un jour, pendant l'un de ses coups, elle invoque accidentellement Dara, un mystérieux guerrier djinn, et elle va comprendre trop tard que même les stratagèmes les plus intelligents peuvent avoir des conséquences mortelles. Forcés de fuir le Caire, Dara et Nari voyagent ensemble à travers des sables chauds et balayés par le vent, grouillant de créatures de feu et de rivières où dorment les mythiques marides. Des ruines de métropoles humaines, autrefois magnifiques, aux montagnes où les oiseaux de proie ne sont pas ce qu'ils semblent, leur périple a pour destination Daivabad, la légendaire cité de laiton. Voilà, alors, voilà, moi ça me promettait la fantaisie orientale, j'ai été servie, rassurez-vous. Franchement, ça a été une super bonne lecture, encore une fois, ça n'a pas été le coup de cœur que j'attendais. Je voulais un coup de cœur, je voulais cette romance, mais finalement je l'ai pas eu. Donc ici on parle beaucoup de Nari, mais le point de vue est est alterné quasiment à chaque chapitre entre elle et le prince Ali Zaïd, qu'on appelle affectueusement Ali. Je sais pas vous, mais moi je peux pas m'empêcher de faire le prince Ali de Aladdin, donc voilà, désolée, je me marre toute seule du coup. Et donc lui qui est le prince du coup Ali Zaïd, qui est le prince de Daivabad, un des princes de Daivabad. Donc on suit un petit peu ces deux personnages-là principalement, avec Dara évidemment en fond, qui accompagne Nari comme je vous l'ai dit dans le résumé. Alors c'était vraiment bien, on découvre Daivabad dans les yeux d'Ali et par après dans les yeux de Nari. C'était intéressant, politiquement en tout cas là je suis servie, parce que si vous voulez dans Daivabad il y a aussi bien des djinns au sang pur que des djinns qui ne sont pas vraiment des djinns du coup, ce sont des mi-humains qui ont du sang djinn, des humains avec du sang djinn en eux, du coup qu'on appelle des chafites. Et vous vous doutez bien que les chafites n'ont pas vraiment les mêmes droits que les djinns de sang pur. Bref, tout ceci est bien sympathique, et d'ailleurs on suit Ali qui est un petit faible pour les chafites. Franchement je vous apprends rien, je crois que c'est dans les 50 premières pages. On apprend qu'Ali aide financièrement une association chafite pour construire des hôpitaux, etc. Donc il essaye, on va dire, à son niveau, parce que son père, c'est le grand... c'est un roi, c'est le roi de Daivabad, mais en plus, c'est pas quelqu'un qui est réputé pour avoir bon cœur, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce que j'en ai pensé? En fait, à Nari, tout le côté Nari, j'avais super accroché, je trouvais ça trop génial. Je trouvais ça...
ben, c'est palpitant en fait. On a un début de romance, on a le voyage, l'action, des révélations, donc c'était vraiment hyper cool. Et on bascule chaque fois à chaque chapitre du point de vue de Ali, qui lui est à Daevabad. Et Ali et moi, à part sur la toute fin, on n'est pas copains. Voilà. Je kiffe pas son caractère, alors je trouve ça génial qu'il essaye d'aider et tout ce qu'on veut, mais ça reste quelqu'un de pieux, c'est un dévot, donc quelqu'un qui vraiment va suivre les enseignements djinn, d'Aivas on va dire, à la lettre, mais quand je dis à la lettre, c'est à la lettre, enfin j'entends, il est vraiment... il pourrait être prêtre dans notre royaume, enfin dans notre monde, hein, ce serait pareil. Donc, et ça me gonfle dans le sens où il est vraiment très à cheval, vous voyez. Il va pas comprendre l'autre, il va pas essayer de voir que le monde est noir ou blanc. Il est gris, mon grand. Il est gris, je suis désolée. D'autant plus que il a vraiment peur. Il est jeune, en fait. Donc Ali est très jeune. Et ça, on le répète quand même plusieurs fois pour excuser un petit peu son caractère un peu trop pointu. Vous voyez, il a un peu des angles pointus, il n'a pas encore appris à les arrondir. Et pour le coup, c'est son frère Muntadir qui, lui, est destiné à monter sur le trône, qui va souvent le protéger. Donc, Ali et Nari vont évidemment, vous vous doutez bien, finir par se rencontrer. Et là, à partir de là, c'est vrai que Ali devient un peu mieux. Et voilà. Maintenant, c'est vrai que je voyais le truc arriver, je voyais que ça allait pas être la romance que j'espérais. Et d'ailleurs, c'était pas la romance que j'espérais. Et rien que pour ça, ça n'a pas été un coup de cœur, ça n'a pas été le truc que je voulais. Moi, j'aurais aimé vraiment plus de rapprochement. Voilà. Il me manque la romance. Pour le moment, dans tous les livres que je vous ai présentés, à part La fille du roi pirate, la romance n'était pas oufissime à mon sens, quoi. Enfin, je veux dire, je l'ai su très vite hein, que ça allait pas aller, mais j'espérais. Et finalement, c'est vrai que au plus on avançait dans le livre, au plus l'autrice nous mettait sur la voie de l'autre en fait. Et on le sent. Et voilà. Donc dans les autres tomes, ça va être développé à mon avis. J'espère. Donc voilà. Maintenant, Nari, c'est quand même un personnage assez badass. C'est une femme qui a dû se débrouiller toute sa vie pour s'en sortir, sinon c'est ça ou la mort après tout. Et elle va pas se laisser faire, ça va être un peu dur pour elle à son arrivée à Daevabad. Elle va essayer de garder son caractère tout en essayant de s'accoutumer aux us et coutumes de son peuple, mais ça va être vraiment difficile. Et à un moment donné, bah, ça va foirer. Vous vous doutez bien que ça ne peut pas bien se passer. C'est une trilogie, après tout. Pour ça, j'ai eu ce que je voulais. J'ai eu de l'action, j'ai eu de la politique. Je suis nulle, mais c'était vraiment une chouette lecture. D'ailleurs, je l'ai lu vraiment assez vite. Je crois qu'il m'a fallu à peine une semaine pour lire ce gros bébé de plus de 600 pages. Donc, c'est pour dire à quel point c'était hyper cool, ça se lisait vite, c'était chouette. Juste vraiment le côté romantique de l'histoire, ça là j'ai pas, voilà, j'ai pas adhéré. J'espère quand même que je vais trouver ma romance parce que là, je désespère un peu. Mais je comprends pourquoi il y a eu des blindes de coups de cœur si on n'attend pas la romance comme le Messie comme moi, et bien à ce moment-là, à mon avis, c'est le gros coup de cœur intégral. Donc voilà. Enfin, et ça c'est un demi-update lecture, d'ailleurs je vais pas vous faire le résumé et la petite planche comme d'habitude, parce que je l'ai pas fini, et je compte le finir aujourd'hui. Donc il s'agit de Kezia, le tome 1, La fille de Targit, donc de Maddy Plume, donc c'est de l'auto-édition, je vous l'avais déjà présenté en book haul, c'est une auto-édition juste magnifique. Et comme vous pouvez le voir, je suis vraiment sur la fin. Donc je suis aux 3/4, au 10/12e si vous préférez, bref. Voilà, je kiffe. Alors ici aussi c'est écrit au présent, d'où un petit peu voilà, hein, c'est pas plus facile, mais ça passe, c'est écrit assez large si vous voyez, donc franchement il y a moyen d'aller hyper vite pour le lire. Ici on suit Kezia aussi qui est... C'est un bon mix on va dire entre quelqu'un qui veut pas se laisser faire, qui veut pas
se voir contrôler son destin et quelqu'un qui malgré tout a quand même peur de certaines situations, hein, faut pas déconner, hein, c'est pas badass à tout prix ici. Il y a un début de romance qui est très slow burn et j'espère que ce sera cette romance là qu'on verra à mon avis dans le tome 2 parce que bah, moi je kiffe. Je veux kiffer cette romance-là. Je veux pas kiffer une autre romance avec un autre tondu. Donc moi je veux ça. Voilà. Donc ici aussi, encore une fois, il y a de l'action, beaucoup de complots politiques également. C'est surtout ça pour l'instant qu'il y a. L'action est là, hein. Elle est sous-jacente à chaque fois. Parfois il y a des petites piques, vous voyez, qui vous agressent d'action. Mais ce n'est pas encore de la véritable action, des véritables combats. Donc, mais on sent, ça se sent que ça va arriver. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, on a pas mal voyagé, même si j'attends plus des... Enfin, je ne sais pas combien de tomes il y aura exactement. Mais j'attends quand même pas mal de voyages parce que c'est un monde de fantasy avec 2 gros royaumes en tout cas. Et j'aimerais bien visiter l'autre royaume, ça c'est clair. Donc, voilà, je crois que la vidéo est déjà bien assez longue. Je suis désolée quand c'est des updates de lecture. J'aimerais tellement vous insuffler cette envie de lire, vous voyez, le livre que je vous présente, que du coup je blablate, je blablate. Et je sais pas si finalement ça arrive à ses fins. Parce que par exemple, le Royaume du Nord, même si j'ai l'impression d'en avoir dit beaucoup de mal, mais j'ai vraiment aimé la deuxième partie de lecture. Et voilà, maintenant, quand je lirai le tome 2, à mon avis, là je ferai un avis global de la saga et ce sera plus simple à mon avis à rassembler. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que cette vidéo vous a malgré tout plu, même si elle est longue, un peu bizarre, un peu brouillonne. Que si vous avez commencé le challenge du Romantasy avec Nina Quill, bah, que vous en êtes là où vous voulez être. Moi ça va. Si je finis bien Kezia aujourd'hui, je fais les mangas en 1 ou 2 jours max. Et puis on peut partir sur le reste. Donc disons que je suis assez dans les temps pour moi. Donc voilà, j'espère que pour vous ça se passe bien. Si vous avez lu quelques-uns de ces livres, n'hésitez pas à me le dire et à me donner votre avis aussi. Et voilà, il me reste à vous dire bisous!